bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. L'histoire commence au château d'Arus, où Luffy et l'équipage du chapeau de paille s'étaient rendus précédemment. Après leur rencontre avec Skopper Gaban, qui s'est étonnamment rendu sans résistance, après avoir vu la transformation de Luffy en mode Nika, l'équipage se prépare désormais à quitter le château et à poursuivre son voyage. Luffy est plus excité que jamais, débordant d'énergie et impatient de libérer le prince Loki. Son enthousiasme intrigue Nami, qui lui demande pourquoi il tient tant à aider Loki, sachant que ce prince géant a semé le chaos sur l'île d'Elbaf il y a 6 ans. Avec son sourire habituel, Luffy répond qu'il a fait une promesse à Loki. Cependant, ce chapitre ne révèle pas encore les détails de cette promesse. La scène se déplace ensuite vers le ciel au-dessus de l'île d'Elbaf, où l'on aperçoit Jewelry, Bonnet et Lilith en plein voyage. Lilith utilise ses chaussures volantes high-tech, tandis que Bonnet, toujours sous sa forme d'enfant, est porté par elle. Pendant leur trajet, Lilith explique qu'elle cherche l'endroit idéal pour construire un nouveau laboratoire à Elbaf. Les cases suivantes offrent une vue spectaculaire de l'île depuis les airs. D'en haut, on peut admirer toute la grandeur de la civilisation des géants, la majestueuse bibliothèque du hibou et l'école du Morse, qui illustre à quel point cette terre légendaire est culturellement avancée. Non loin d'elle, 4 chevaliers sacrés se préparent à capturer les enfants des guerriers d'Elbaf. Dans ce moment de tension, Shamrock s'adresse à Gunko, Sommer et Gillingham, leur annonçant qu'ils vont commencer leur jeu de chasse. Ce jeu n'est pas une simple chasse ordinaire. Il s'agit d'une tradition cruelle, similaire à celle pratiquée par les Tenryubito dans la vallée de Dieu il y a 38 ans. À cette époque, les nobles du monde avaient la liberté de massacrer autant d'habitants que possible, et le vainqueur était celui qui accumulait le plus de proies. Après avoir expliqué les règles du jeu, Sommer aperçoit soudain 2 silhouettes volant dans les airs, Bonnet et Lilith. Avec un sourire malicieux, il déclare que la chasse vient de commencer. En entendant cela, Gillingham réagit avec enthousiasme et défie les autres de voir qui éliminera l'enfant en premier. Pendant ce temps, Gunko, arborant un regard malveillant, affirme que Bonnie est déjà destinée à devenir sa proie. La scène se déplace ensuite vers la bibliothèque du hibou, où se trouvent Nico Robin et Jaguar D. Soul. Alors qu'elle est plongée dans la lecture d'un livre ancien, Robin fait soudain une découverte stupéfiante. Elle tombe sur un passage révélant qu'une grande bataille dans le monde des vivants éclatera lorsque le dieu du soleil, Nika, se réveillera et apportera la liberté à tous. Cette révélation la trouble profondément, car elle réalise que la forme de Luffy en mode Nika ressemble étrangement à l'illustration décrite dans le livre. Ses pensées deviennent de plus en plus confuses, car Nika est perçu de 2 manières totalement opposées. Pour certains, il est un sauveur, un libérateur de l'humanité, tandis que pour d'autres, il est un symbole de destruction et de catastrophe. Déterminé à en savoir plus, Robin demande alors à Saul d'où vient ce livre ancien. Serait-il un vestige d'Ohara? Saul lui répond qu'il ne connaît pas précisément son origine. Mais selon les géants, ce livre serait présent sur l'île d'Elbaf depuis 400 ans. Avec cette nouvelle information, une question majeure surgit. Quel est le lien entre Nika et les pouvoirs de Luffy? Et comment tout cela est-il relié aux événements à venir? Intrigué, Robin décide d'enquêter davantage sur l'origine de ce livre, tandis que le temps s'écoule et que le danger se rapproche inexorablement. L'histoire se déplace à nouveau vers les eaux du Nouveau Monde, où l'on aperçoit le navire des pirates du Roux naviguant sur une mer chargée de tension. L'un des membres de l'équipage de Shanks court précipitamment, tenant un Denden Mushi, avant de le remettre à son capitaine. À la surprise générale, l'appelant n'est autre que Silvers Rayleigh. Un sourire s'affiche sur le visage de Shanks, heureux de pouvoir parler avec l'ancien bras droit du roi des pirates après tout ce temps. Leur conversation aborde plusieurs sujets cruciaux, notamment la présence de Skopper Gaban sur l'île d'Elbaf. Shanks confirme cette information et révèle qu'il a rencontré Gaban il y a quelques jours pour discuter de plusieurs sujets, dont Luffy et l'équipage du chapeau de paille. Cependant, malgré cette rencontre, Gaban reste sceptique quant à Luffy. En effet, Shanks admet même qu'il a laissé Gaban libre d'agir, comme bon lui semble envers Luffy, s'il le juge nécessaire. Les choses deviennent encore plus intrigantes, surtout après le flashback du chapitre précédent où l'on a vu la rencontre entre Shanks et Skopper Gaban sur l'île d'Elbaf. À ce moment-là, Shanks tentait de convaincre Gaban que Luffy était digne de confiance et méritait d'être soutenu. Mais leur conversation ne s'arrête pas là. Soudain, Rayleigh avertit Shanks que les pirates de Barbe Noire sont en mouvement pour traquer une arme antique. En entendant cette nouvelle, le visage de Shanks devient grave. Sans hésitation, il affirme qu'il ne restera pas les bras croisés et qu'il compte prendre des mesures radicales pour empêcher Barbe Noire d'accomplir son plan. On ignore encore ce que l'équipage du Roux prévoit de faire. Mais une chose est certaine, Shanks ne laissera pas Barbe Noire obtenir une arme aussi puissante sans combattre. Cependant, connaissant la ruse et l'intelligence de Barbe Noire, cette confrontation pourrait bien devenir l'un des plus grands affrontements dans la course au titre de roi des pirates et à la conquête du One Piece. L'histoire se poursuit avec l'arrivée de Shamrock à Marijois, utilisant un cercle de téléportation magique. Dans le chapitre 1140, Shamrock avait été rappelé pour une mission encore plus cruciale que celle qu'il menait à Elbaf.
En contrepartie, 2 autres chevaliers sacrés ont été envoyés à Elbaf pour soutenir Gunko dans sa traque des enfants géants encore présents sur l'île. Avec le départ de Shamrock, la situation à Elbaf devient encore plus inquiétante car le gouvernement mondial renforce son emprise sur la terre des géants. Dès son arrivée à Marijois, Shamrock se dirige immédiatement vers la salle du trône, où l'attend Imusama. Dans cette pièce obscure, imprégnée d'une aura terrifiante et mystérieuse, Imusama fixe Shamrock d'un regard perçant, avant de lui confier une mission d'une ampleur encore plus grande. Assister Garling dans l'anéantissement de l'armée révolutionnaire. Imusama est furieux, car les révolutionnaires ne cessent d'attaquer les navires de ravitaillement du gouvernement mondial. Cette fois-ci, il n'est plus question de défense, ils ont décidé de riposter avec une violence inédite, afin d'éliminer définitivement cette menace grandissante. Imusama ne s'arrête pas là. Il émet un ordre absolu, tous les leaders de l'armée révolutionnaire doivent être exterminés sans aucune pitié. Aucun d'entre eux ne doit rester en vie. Conscient de la difficulté de cette mission, Imusama confère un nouveau pouvoir à Shamrock. Désormais, ce dernier possède une capacité de régénération similaire à celle des Gorosei, lui permettant de se remettre rapidement de n'importe quelle blessure. Avec cette nouvelle force, Shamrock se sent plus confiant que jamais pour mener à bien l'ordre qui lui a été donné. Après son audience avec Imusama, Shamrock établit immédiatement un contact télépathique avec Garling pour discuter de leur stratégie d'attaque. Mais avant de se concentrer pleinement sur l'élimination de l'armée révolutionnaire, il veut terminer une tâche importante, ordonner à la marine d'envoyer une flotte massive vers Elbaf. Ce déploiement naval ne se limite pas à un simple transport de troupes. Il s'agit en réalité d'une manœuvre stratégique du gouvernement mondial pour accentuer la pression sur les géants. Puisque les cercles de téléportation magiques ne peuvent être utilisés que par des individus marqués, comme les chevaliers sacrés et les Gorosei. Le transfert des enfants géants capturés doit se faire de manière conventionnelle, à l'aide d'une immense flotte. Ces enfants géants deviendront des otages, un levier de négociation destiné à forcer les guerriers d'Elbaf à se soumettre au gouvernement mondial. Garling approuve cette stratégie et ajoute qu'il comptait justement contacter Akainu pour approfondir la coordination contre l'armée révolutionnaire. Il profitera également de cet échange pour transmettre la demande de Shamrock concernant l'envoi de navires vers Elbaf. Actuellement, Garling est déjà en route pour affronter Dragon, le leader de l'armée révolutionnaire. Cependant, il ordonne à Shamrock de le rejoindre rapidement, accompagné de plusieurs chevaliers sacrés en renfort. L'armée qu'il rassemble sera composée d'un mélange de chevaliers sacrés et de marines, une force indispensable face à la redoutable puissance des révolutionnaires et leur supériorité numérique. De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles l'armée révolutionnaire cacherait encore des combattants secrets dotés de pouvoirs exceptionnels. Garling refuse de prendre le moindre risque, il veut s'assurer que leur assaut soit suffisamment puissant pour éradiquer la révolution à sa source. Pour garantir le succès de cette opération, Garling contacte immédiatement Akainu via un Dendenmushi. Leur conversation révèle un fait troublant. Les Tenryu Bito possèdent une unité spéciale d'exécuteurs, et Garling en fait partie. Exemple de cette autorité absolue est le cas de Saint Myosgard, un Tenryu Bito exécuté par Garling lui-même pour avoir protégé Shirahoshi et attaqué Saint Charlos. L'histoire revient à Elbaf, où l'attaque soudaine des 2 chevaliers sacrés sur l'école Walrus plonge l'établissement dans le chaos et la terreur. Pour eux, cette chasse n'est rien de plus qu'un divertissement cruel, sans la moindre considération pour la vie des enfants géants présents sur place. Pris de panique, un professeur alerte immédiatement Saul afin de demander de l'aide. Quelques instants plus tard, Saul arrive sur les lieux accompagné de Robin et Chopé. Pendant ce temps, Frankie, qui s'était temporairement séparé du groupe, revient juste à temps pour rejoindre la bataille contre les chevaliers sacrés. Non loin de là, Scopper Gaban, grâce à son Kenbunshoku Haki de haut niveau, ressent immédiatement leur présence. Bien que les chevaliers sacrés possèdent une technique spéciale pour dissimuler leur aura, celle-ci n'a aucun effet sur les instincts aiguisés de Gaban. Dès qu'il perçoit le chaos qui se déroule à l'école Walrus, il comprend que la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, dans les souterrains d'Elbaf, Luffy, Zoro, Nami et Rhodes parviennent enfin à atteindre l'endroit où le prince Loki est retenu captif. Mais à leur grande surprise, ils découvrent Loki grièvement blessé, couvert de plaies profondes, tandis que les bêtes féroces qui gardaient la prison sont toutes mortes. À peine revenu à lui, Loki leur révèle une vérité choquante. Il a été attaqué par un Tenryu Bito qui se présente comme un chevalier sacré. Mais ce qui sidère encore plus Luffy, c'est que cet homme prétend être le frère jumeau de Shanks. Cette révélation explique enfin pourquoi les 2 géants gardiens du château Horus accusaient Shanks d'être le responsable de l'attaque contre Yu. Ce n'était pas lui, mais son frère caché, dissimulé sous son titre de chevalier sacré. Luffy explose de colère en apprenant cela. Pour lui, personne ne doit souiller le nom de Shanks sans en payer le prix. Mais Loki, animé par une haine personnelle, insiste pour régler cette affaire seul. Une tension éclate entre lui et Luffy, chacun voulant s'approprier le combat contre ce mystérieux chevalier sacré. Alors que le débat s'enflamme, Nami intervient pour calmer le jeu. Une fois l'atmosphère apaisée, l'équipe se met à briser les chaînes qui retiennent Loki prisonnier. Odd, après une brève hésitation, décide finalement d'ouvrir les menottes. Dès qu'il est libéré, Loki se redresse, libérant une aura terrifiante,
signe qu'il est prêt à se venger. Pendant ce temps, à Marejoa, Akainu arrive dans la salle d'autorité pour rencontrer les Gorosei. Ces derniers lui expliquent en détail le plan d'attaque massif contre l'armée révolutionnaire. Le gouvernement mondial, plus déterminé que jamais à anéantir l'organisation de Dragon, ordonne à Akainu de mobiliser les meilleurs soldats de la marine pour une offensive de grande envergure. Ce bataillon d'élite sera placé sous le commandement de Shamrook, qui devra rejoindre Garling, déjà présent sur le champ de bataille. Quelques instants plus tard, Shamrook entre dans la salle, accompagné de 3 chevaliers sacrés, qu'il a personnellement choisis pour cette mission. Ces 3 chevaliers sacrés sont issus de familles nobles Tenryubito, ayant des liens directs avec les Gorosei, ce qui souligne l'importance de cette mission d'extermination. Avec leur arrivée, l'attaque contre l'armée révolutionnaire est désormais imminente. D'autre part, le combat à l'école Walrus continue de s'intensifier. Les enfants géants tentent de se protéger, tandis que Robin, Saul et Chopper luttent avec férocité contre les 2 chevaliers sacrés qui mènent une attaque brutale. De loin, Scopper Gaband, qui observait jusque-là, décide finalement d'intervenir. Gaband se retrouve face à Sommet, le chevalier sacré le plus fort parmi les 3. Leurs auras s'entrechoquent, créant une onde de pression phénoménale. À mesure que le combat devient de plus en plus intense, l'apogée du conflit à Elbaf approche à grands pas. Peut-être que ceci est un aperçu des événements à venir dans le chapitre 1141. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé ce contenu.